Bonjour et bienvenue à notre nouveau webinar live en compagnie de Arthur de la société Promise. Donc merci Arthur de me faire l'honneur de participer à cet événement. Dans quelques instants, je te laisserai la parole pour te présenter. Avant cela, je vous remercie à tous ceux qui sont déjà présents. Vous êtes déjà plus d'une cinquantaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un échange. Vous avez le droit d'y participer. On vous y encourage. N'hésitez pas à utiliser la partie questions pour nous poser des questions et avec Arthur, on s'efforcera d'y répondre au fur et à mesure. Et que si on n'a pas l'opportunité d'y répondre tout de suite, on essaiera d'y répondre de façon asynchrone via nos différents comptes LinkedIn. Bienvenue Arthur, merci d'être présent. Nous on se connaît un peu, on a souvent l'occasion de parler de sujets autour de la qualité de code. Écoute, je te laisse te présenter. Merci déjà Jean-François pour l'invitation. Tu m'entends bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci au niveau du son? Tout va bien, tu peux y aller. Super, c'est parfait. Déjà, bonjour à tous. Donc moi, je suis Arthur Magne, je suis CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Promise, qu'on a créé, en gros, on a commencé à travailler dessus à partir de 2014. Donc ça commence à faire, ça va faire 9 ans. Ça vient des travaux de thèse de mon associé Cédric, qui a fait en gros un doctorat sur la partie qualité logicielle. Donc, comment est-ce que les équipes de développement peuvent communiquer, se partager des connaissances. Donc plein de sujets autour du pair programming, du mob programming, des outils de calimétrie, de la revue de code et de tout ce qui entoure ça. Et depuis du coup des années maintenant, on accompagne pas mal d'entreprises justement dans cette notion de partage de connaissances et de craft. Voilà, merci pour les liens un petit peu dans le chat. Et depuis quelques temps, on a développé essentiellement des plugins pour les IDE, pour les outils de revue de code qui permettent justement aux équipes de se partager des expertises sur différents sujets, du test, de l'architecture, du clean code, du Java, du Angular, un peu n'importe quel type de sujet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre beaucoup de contextes différents. Ça va être soit des ESN, soit des grands comptes, soit des startups, soit des PME, etc. Et à chaque fois, quand on rentre dans ces contextes-là, on leur pose des questions sur comment est-ce que vous êtes organisé, comment ça se passe au niveau de ce transfert de connaissances, est-ce que tout se passe bien, est-ce que le niveau est assez homogène, est-ce que quand vous avez des gens qui viennent, qui sont en stage, en alternance, ça se passe bien, etc. Donc, ça nous permet d'avoir un petit retour concret terrain de comment ça a évolué sur les dernières années et à quel niveau un petit peu on en est autour de cette partie partage d'expertise et de connaissances. Je vois que ton micro est coupé. Merci Arthur pour cette précision. On a déjà une première question qui est c'est quoi le craft? Alors, on va essayer de faire court parce que sinon on peut passer toute la demi-heure. Si tu arrives à donner une définition efficace. Ok, alors je vais donner ma définition personnelle. Attention, je m'engage. Pour moi, le craft, c'est un mouvement qui est apparu au fil des années et le vrai manifeste pour le software craftsmanship est arrivé en 2009. Mais c'est un peu une réponse au mouvement agile, une réponse technique, entre guillemets, en disant l'agilité, c'est super important, c'est plein de valeurs à mettre en avant, d'avoir des boucles de feedback le plus rapide possible, d'essayer de livrer de la valeur le plus rapidement possible. Et le craft, c'est un petit peu le pendant technique, même si normalement ça devrait être déjà intégré dans l'agilité de base, mais ça a été plus ou moins bien compris par pas mal d'entreprises. Et en fait, le craft, c'est un mouvement qui va pousser différentes valeurs pour les équipes techniques. Donc ça va être surtout de l'échange et du partage, du mentoring, une recherche d'amélioration continue, une recherche d'excellence tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est assez intemporel dans le sens où les technologies évoluent, les manières de faire évoluent, les manières de gérer l'architecture, les tests, etc., ça évolue. Par contre, les valeurs qui sont dans le craft, depuis des années, elles n'ont pas vraiment bougé et ça devrait toujours être les mêmes, c'est-à-dire le partage, le partenariat vraiment productif avec les clients, la production de valeur et vraiment ce côté amélioration continue qu'on va avoir dans les équipes. Voilà ma petite définition du craft. Je suis assez en phase. Je rajoute un complément que ça a été
c'est en complément en fait de l'agilité, où l'excellence technique faisait partie, j'ai envie de dire, des valeurs fondamentales de l'agilité, et finalement est un peu moins mise en évidence par toutes les certifications. Euh, et du coup, le craft voulait remettre bien en avant aussi cette excellence, pour dire si on veut délivrer rapidement et de façon qualitative, bah, il faut avoir de l'excellence technique, et pour cela, il faut partager les pratiques et vraiment travailler en commun et s'auto-challenger les uns les autres pour pouvoir y arriver. Donc, ouais. Voilà un peu une définition globale. Donc, Sana, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Du coup, moi aussi, j'ai une autre question. Tu sais, nous, chez Warren, on est très attachés au quality engineering. Et donc, forcément, la vision qualité de code, on la confronte souvent l'un et l'autre. On est souvent en phase. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est toi, connaître ta vision à toi du quality engineering avec ton prisme partage qualité. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, le quality engineering, on entend de plus en plus parler. C'est encore assez flou dans la tête de certaines personnes, j'ai l'impression, qui voient ça encore comme de la quality assurance et qui font un peu l'amalgame entre les deux. De mon point de vue, le quality engineering, c'est quelque chose qui regroupe plus de métiers ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille dans l'IT, on peut travailler sur une partie peut-être DevOps, sur du code, sur du test, sur de l'infra, sur tout plein d'aspects. Et le quality engineering, c'est un petit peu une vision commune qui est de se dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas juste pour pisser du code et déployer plein de trucs. On le fait pour produire de la valeur et apporter vraiment une réelle valeur à nos utilisateurs finaux. Et tous les métiers qui travaillent ensemble dans une entreprise doivent aller dans la même direction et doivent se poser la question de est-ce que ce que je fais actuellement, c'est vraiment créateur de valeur? Est-ce que ça va pas avoir un coût énorme en termes de maintenabilité derrière, en fait, et puis on va devoir recruter une équipe de support tellement la fonctionnalité va pas fonctionner. Donc vraiment se poser toutes ces questions de est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à l'état actuel des choses la meilleure manière de faire? Dans 6 mois, ce sera sûrement plus la bonne manière de faire, parce qu'il y aura des nouvelles technos qui vont être sorties, qu'on aura découvert des nouvelles choses, etc. Mais aujourd'hui, au niveau de compréhension qu'on a du marché, etc., est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment au top de ce qu'on peut faire? Et après, effectivement, il y a tout plein d'aspects techniques derrière sur justement des bonnes pratiques qu'on peut se partager, que ce soit au niveau du test, au niveau du code. Et là, on s'approche plus justement de la vision du craft, qui est de rentrer dans cet état de partage continu avec tout le monde, on va dire de knowledge sharing, donc de partage de connaissances et de mentoring qu'on va retrouver de plus en plus dans les équipes. Et le truc, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne pour du dev, ça fonctionne pour du test, ça fonctionne pour du DevOps, ça fonctionne vraiment pour tous les cœurs de métier. Et le quality engineering, j'ai pas une vision hyper précise de tout ça, parce que nous, on est vraiment plus sur la partie code de base et on découvre aussi tout ce qui sort à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté mettre tout le monde dans la même direction et travailler en mode partenariat productif entre les différentes équipes, ce qui est aussi une des valeurs poussées par le craft, de rentrer vraiment dans une démarche de partenariat presque entre l'équipe DevOps, l'équipe de dev, l'équipe de test, et qu'on ne soit pas en mode testeur qui vient juste vérifier ce qu'on a fait et puis si jamais on a un retour, on n'est pas content. Non, en fait, c'est un partenariat. Les testeurs, s'ils sont là pour aussi nous faire découvrir des choses qu'on aurait ratées, c'est bien et on doit être content qu'ils trouvent des choses. Ouais, je suis assez en face sur le côté transversal et le côté partage et surtout collaboratif. Je pense que si on reste tous sur son niveau de compétence, ça va être difficile de s'améliorer dans le collectif et produire une solution qui va apporter de la valeur à la fin à nos utilisateurs, mais aussi à notre business, carrément. Ce qui est intéressant dans ce que tu as mis en place, c'est qu'à la base, tu t'es concentré sur la qualité de code avec Cédric pour dire comment on va essayer de l'améliorer, pour proposer une solution. Et il y a eu un pivot aussi sur votre approche, c'est de dire la qualité de code seule, ça ne va pas suffire, il faut partager la connaissance. Quel est l'élément déclencheur? Pourquoi finalement tu te dis ça ne suffisait pas, il fallait aller plus loin? J'ai envie de dire qu'à faire un sonar amélioré, j'ai envie de dire qui est bien plus amélioré que sonar, votre solution. Mais en fait, c'est une petite, c'est un truc intéressant parce que dans notre histoire, on a eu effectivement à la sortie de la thèse 4 ans à peu près de R&D où on a travaillé avec différents grands comptes sur une première solution qu'on avait qui était une surcouche d'outils qui remontaient des indicateurs sur la qualité du code.
Donc des outils comme SonarCube, des outils comme PMD, CheckStyle, ou n'importe quel type de linter, des choses aussi sur la couverture de test et sur le test first développement également. Donc plein d'indicateurs en fait qu'on pouvait remonter sur la qualité un petit peu globale du projet. Et par-dessus ça, on a rajouté toute une couche de gamification pour travailler plus sur l'aspect humain. Dès le début, on s'est dit ce qui est important, c'est de travailler sur l'aspect humain. Donc on ne va pas uniquement prendre des indicateurs, on va rajouter de la valorisation sur les actions qu'on va faire. Et en gros, on avait des feeds d'actualité où à chaque fois que quelqu'un faisait une modification dans le code, on lui montrait l'impact qu'il avait. Est-ce que c'était positif, négatif, etc. Et c'était pas mal pendant un certain temps, mais en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que les indicateurs Sonar, c'est très, très limité et très limitant, au sens où Sonar, ça va couvrir peut-être 5-10% des choses qui sont automatiquement détectables. Et donc, ça, c'est bien d'avoir ces outils-là pour les détecter. C'est encore mieux d'ailleurs quand c'est dans l'IDE directement avec SonarLint ou des linters intégrés dans l'IDE. Mais par contre, on passe à côté d'énormément de pratiques qui sont des pratiques spécifiques à chaque équipe. Vraiment sur des choix techniques. C'est quoi la manière de faire? Comment est-ce qu'on log nos erreurs? Comment est-ce qu'on remonte d'informations à l'utilisateur? Comment est-ce qu'on instancie des composants? Comment est-ce qu'on architecture notre projet, etc. En fait, tout ça, Sonar ne peut pas nous aider parce que c'est des choix qui doivent être humains et il n'y a aucune manière avec des patterns de détecter en fait ces éléments-là. Donc assez rapidement, on a discuté avec beaucoup de tech leads, de coachcraft, de coach technique dans les entreprises qui nous disaient en fait, Sonar, on le met un peu de côté. Ce qui est important, c'est plus l'échange qu'on va avoir. Donc, ça va être soit sur des revues de code, soit lorsqu'on fait du pair programming, du mob programming, où vraiment, on va partager de l'information à l'oral avec les personnes et on va essayer de centraliser des choses dans des wikis éventuellement, etc. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que il n'y avait pas forcément d'outils adaptés aujourd'hui pour ce partage de connaissances qui est dédié aux pratiques de dev, donc vraiment à nos gestes, entre guillemets. On va parler de craft, on va parler de gestes. Et souvent, les entreprises vont centraliser des choses dans des wikis comme Confluence ou Notion, où on va mettre en fait un petit peu de documentation technique. Mais en fait, la documentation technique sur un projet, c'est pas notre manière de faire. C'est pas nos gestes qui, eux, évoluent très rapidement en quelques semaines. On peut changer une manière d'instancier des tests, par exemple, ou d'utiliser du Cypress ou Selenium ou n'importe quoi. Donc vraiment, ces manières de faire là, elles évoluent énormément. Et quand on a des nouveaux arrivants dans l'équipe, quand on fait appel à des prestataires, quand on a des gens en stage, ça amène d'autant plus de nouvelles manières de faire. Et il faut aussi présenter nos manières de faire à ces personnes qui nous ont rejoints. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à pivoter pour essayer d'accompagner des équipes en leur donnant des outils adaptés à ce partage, à ce transfert de connaissances. Parce que si on n'a pas d'outils simples pour le faire, évidemment, il y a un problème d'humain derrière, en fait. On est déjà pris parce qu'on est pris par la prod, on a plein de choses à faire. On ne va pas en plus passer des heures chaque semaine à essayer de centraliser des choses, à créer un espèce de truc de visualisation pour montrer à tout le monde un peu ce qu'on a fait, etc. Donc, c'est vrai qu'il a fallu vraiment prendre l'aspect humain en considération pour se dire qu'est-ce qui va permettre en quelques secondes à des tech leads ou à des gens dans les équipes de remonter de l'information sur les bonnes ou les mauvaises manières de faire, justement, en disant attention, ça, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Et c'est pour ça qu'on est parti tout de suite dans la création de ces plugins pour les IDE et des plugins pour les outils de revue de code pour que les personnes puissent, lorsqu'on met un commentaire dans une revue de code, on puisse dire ça, en fait, ce commentaire, j'en crée une pratique parce que ça va pas être intéressant juste pour la personne qui a écrit ce code-là, mais ça va être intéressant pour toute mon équipe et pour d'autres équipes d'entreprise et pour les nouveaux arrivants dans 6 mois. Donc, en fait, l'idée, ça va être vraiment de capitaliser sur toute cette expertise qui va être présente à un instant T dans l'entreprise. Parce qu'en même temps, avec le turnover qu'il y a dans les équipes, cette expertise, elle vient et elle part, quoi. On a quelqu'un qui vient nous coacher un petit peu, la personne s'en va. Quand elle s'en va, il ne faut pas que toutes ses connaissances partent avec elle. Sinon, on se retrouve avec l'effet un petit peu héros qu'on a dans les équipes et dans les entreprises, où en fait, il y a une personne qui centralise toute la connaissance sur l'aspect sécurité, ou performance, ou accessibilité, par exemple. Et là, c'est dangereux, parce que du coup, si cette personne part ou qu'elle change de projet, tout de suite, on se retrouve un peu dans la merde. Donc, c'est intéressant justement de capitaliser au maximum sur les éléments de connaissance de tout le monde. Ouais, je comprends bien. Donc, le but, c'est le partage au-delà des indicateurs qui sont une prise de température qui peut être intéressante, mais nécessaire, mais pas suffisante. Après, il faut partager et avoir une vision commune et de se dire, ça, pour nous, c'est les bonnes pratiques.
C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas un standard forcément du marché et dire si je ne fais pas du TDD ou je ne fais pas ça, je ne fais pas bien. Mais en fait, si on revient au craft, le craft ne dit pas il y a cette boîte à outils que vous devez utiliser. On est vraiment dans le partage et l'amélioration. Certes, si on sait très bien utiliser ces outils, il y a des chances qu'on fasse des choses qualitatives, mais c'est pas l'unique chemin en fait, globalement. Tu dois le voir régulièrement toi dans tes projets. Et ce qui m'intéresse, et là où on partage cette vision, c'est le mentorat. Et on y reviendra tout de suite parce que je vois qu'il y a une question qui a été posée et je souhaite y répondre avant d'oublier, de Mohamed qui dit est-ce que les tests sonars sont effectués par les développeurs ou par les testeurs. J'ai envie de dire, tu me dis si tu n'es pas d'accord, Arthur, par les deux, notamment ceux qui font de l'automatisation. Dès qu'il y a du code, en général, on va essayer de mettre des linters ou du sonar pour pouvoir voir la qualité de code et s'auto-améliorer. Il faut voir ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un outil de sanction, c'est un outil de constat et de pouvoir prendre connaissance qu'on doit s'améliorer et surtout qu'on doit se mettre d'accord sur des concepts dessus. Bah, tiens, Cédric vient de faire une très bonne réponse qui est certainement meilleure que la mienne dessus et je vous laisserai la lire. Donc du coup, je bascule sur ma question suivante qui est plutôt notre échange. On est sur le partage de connaissances, mais finalement, c'est pas évident de mettre tout le monde autour de la table et de se mettre d'accord. C'est vrai qu'il y a cet acte de mentorat, d'accompagnement, souvent avec un senior ou quelqu'un. Quand je dis senior, des fois, c'est des profils plus juniors qui ont l'habitude de travailler avec des nouvelles pratiques. Je n'ai pas envie de dire les meilleures, mais plutôt des nouvelles pratiques, parce qu'il y a une émergence régulière de pratiques. Et finalement, on doit confronter notre ancienne façon de travailler avec une nouvelle, et c'est jamais évident psychologiquement à accepter de se dire je vais faire différemment et peut-être que ça va m'apporter autre chose et de se confronter à cela alors qu'on doit, comment dire, on doit délivrer. Donc il y a une contrainte de temps qui est en général assez élevée. Dans l'agilité et le DevOps, en 2 semaines, je dois avoir livré et là, il faut que j'ai du temps pour le faire. Donc voilà. Donc, quelle est ta vision, toi, du mentorat pour y arriver? Parce que on est un peu entre le marteau et l'enclume. Il faut s'améliorer, mais il faut délivrer rapidement. C'est quoi un peu tes tips pour pouvoir y arriver quand vous accompagnez les équipes? En fait, on fait souvent l'amalgame entre les tech leads et justement des mentors dans les équipes qui vont essayer d'apporter de la connaissance. Il y a des personnes qui vont être des experts techniques plus, donc qui vont être très forts sur une techno en particulier, sur l'archi ou quoi que ce soit, mais qui vont avoir du mal à communiquer avec les autres et justement à partager des manières de faire, à remonter des choses dès qu'ils tombent sur un bug. En fait, ils vont juste le fixer, mais sans prendre de réflexe avant de fixer le bug, d'identifier le morceau de code et de montrer à l'équipe et de faire progresser tout le monde. Donc ça, pour nous, c'est dommage parce qu'en fait, il y a énormément de connaissances qui circulent toute la journée dans les différentes équipes, mais qui restent très localisées soit à une seule personne, soit si on fait du pair programming à 2 personnes. En fait, on crée juste un silo de connaissances qui est un peu plus grand parce qu'on est 2, mais c'est toujours un silo de connaissances. Si on fait du pair programming, ça ne résout pas les problèmes. Donc, la position de mentor, elle est super importante parce que ça doit être une personne qui prend le réflexe justement de partager des choses avec les autres. Dès que cette personne tombe sur une nouvelle manière de faire, que ce soit sur Stack Overflow ou sur n'importe quel article, justement, cette personne doit se dire tiens, c'est une nouvelle manière de travailler là, qui a l'air intéressante en termes de sécurité ou de performance, par exemple. Et cette chose-là, je dois prendre le réflexe de le partager avec les autres membres de mon équipe. Et encore plus, je dois prendre le réflexe de le partager dans une communauté de pratique, si on a la chance d'avoir des communautés de pratique dans l'entreprise sur une techno ou quoi que ce soit. Donc c'est important vraiment que ces personnes prennent ces réflexes-là. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas le cas de tout le monde. En retour d'expérience, on se rend compte, nous, qu'il y a entre 30 et 50% des gens vraiment qui contribuent dans cette démarche de partager des connaissances. Au début, on était un peu dans l'approche utopique de se dire que tout le monde va partager de la même manière. Concrètement, ça n'a pas été le cas. Pourtant, on a travaillé avec des milliers de personnes différentes. Par contre, à chaque fois, ça se passe bien quand les tech leads ou les mentors, justement, prennent le réflexe de remonter cette information, cette connaissance, parce que des autres membres de l'équipe, par mimétisme, vont se mettre à le faire petit à petit. Ça va peut-être prendre des semaines, des mois, mais on retrouve vraiment ce côté, on va mimer des gestes qui sont faits par les experts. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est vraiment qu'il y ait des personnes qui soient leaders de cette démarche. Si jamais on dit à tout le monde, débrouillez-vous et puis communiquez et faites de la qualité,
on voit que ça marche pas. Ça a raté aussi quand on met en place de l'inner source en interne, ou on veut mettre en place des projets un peu partagés, etc. Si on n'a pas des leaders et vraiment une gestion en fait de cette communication, ça fonctionne pas. Il y a quelqu'un chez Ubisoft justement qui nous disait la communication et la collaboration, ça a un coût et ça se gère et ça doit vraiment se gérer en fait. Quand on est plus de 15, on est obligé de piloter ça et on peut pas juste laisser les équipes un peu se débrouiller toutes seules. Moi, je vois que les équipes auxquelles ça a marché pour pouvoir s'améliorer, ils ont vraiment vu ça comme un investissement en sacralisant du temps de partage et de montée en compétences. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ça peut être une des stratégies qui peut fonctionner. Il y en a d'autres. Il faut trouver sa voie, mais le best effort, ça marche pas très longtemps, globalement. J'ai 2 questions. Une de Rose qui dit êtes-vous focalisé sur le partage des connaissances entre devs ou est-ce qu'il y a d'autres rôles qui trouvent un intérêt, PO, QA, ou etc. Alors, PO, non. Par contre, on travaille avec pas mal de gens sur la partie test, DevOps également. Donc, des gens en fait qui vont remonter beaucoup de pratiques et de connaissances sur l'écriture de scénarios, par exemple en Gherkin, avec comment est-ce qu'on structure des scénarios, qu'est-ce qu'on doit réutiliser ou pas, jusqu'où on va justement dans notre stratégie de test. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent notre solution sur la partie test. Sur la partie DevOps également, sur comment est-ce qu'on gère nos secrets, justement, comment dans les fichiers GitLab CI ou Dockerfile, etc. Comment est-ce qu'on doit gérer les choses. Donc, en gros, à partir du moment où c'est du texte, du code ou du texte, ça va fonctionner. On ne l'a pas encore eu sur la partie PO, par contre. Mais effectivement, ouais, c'est quand même quelque chose qui est assez large. Et nous, on essaye de pousser aux différentes communautés. Sachant qu'en retour d'expérience, c'est toujours dans un deuxième temps qu'on va voir plutôt les communautés de test. Parce que de retour d'expérience vraiment personnel, j'ai l'impression qu'ils avaient moins ce réflexe de partage, justement, comme nous, on fait toujours du pair programming ou de la revue de code. On se retrouvait avec des équipes où il y avait des testeurs un peu isolés qui communiquaient pas forcément avec les autres testeurs et donc ils se partageaient pas forcément les bonnes manières de faire et on se retrouvait avec plein de manières de faire différentes dans l'entreprise. Donc c'est vraiment important. On le voit évoluer entre du pair programming entre automaticiens et dev ou dans des équipes où il y a plus d'automaticiens qui commencent à travailler sur une approche clean, une approche itérative, où ils vont partager, vont avoir des vraies branches avec une revue de code et ça commence et c'est de plus en plus le cas. C'est pas encore 100% généralisé. Moi, je voudrais juste rajouter que dans le mentorat global, qu'on veut faire une transformation, oui, il peut y avoir les PO sur des axes, notamment sur le BDD, sur l'example mapping, lorsqu'on veut tout le monde qui a la même vision de métier, aligner et éviter les ambiguïtés. C'est quelque chose qui peut être accompagné de façon plus large aussi. C'est vrai que toi, tu as une vision très tech. Nous, c'est vrai on fait des accompagnements qui sont régulièrement aussi un peu plus larges. Parce que s'il n'y a pas un alignement et que le dev ne comprend pas l'importance métier et que le PO n'est pas capable de définir un besoin simple qui va créer de la valeur, qui est capable de rentrer dans un sprint, c'est compliqué de délivrer de la valeur rapidement. Alors, on a plein de questions. Ouais, je vois des questions super intéressantes. La gamification aussi. Et ben voilà, il y en a pour j'avais posé justement celle sur la gamification de Hermine. Donc on a parlé de gamification, vous l'encouragez et comment vous encouragez et récompensez ce partage. Alors la gamification, c'est dangereux. C'est très dangereux. Nous, on a mis en place assez rapidement, on a écrit des articles scientifiques d'ailleurs sur le sujet, on a fait plein de retours d'expérience. Au début, on s'est complètement loupé parce qu'on a gamifié des indicateurs sonars en disant plus vous corrigez de choses, plus vous allez gagner des points. Gros warning parce qu'il y a des éléments déviants où en fait on va se mettre à corriger plein de choses, à faire des tests pas intéressants, etc. Donc on l'a complètement arrêté cette partie-là. Par contre, en fait, dans la partie gamification qu'on met aujourd'hui en place dans ce partage d'expertise, c'est beaucoup plus valorisant dans le sens où les gens qui vont créer des pratiques sur du test ou de la sécurité, ils vont gagner un point d'expertise en test et en sécurité. Donc en gros, c'est plus pour mettre en avant nos skills, enfin notre expertise dans l'équipe et pour cartographier aussi quels sont les sujets qui sont actuellement discutés. Est-ce que c'est de la perf? Est-ce que c'est des logs? Est-ce que c'est du test? Donc c'est plus en gros quelque chose qui va complémenter ce qu'on va faire, où on va mettre en avant ceux qui contribuent et qui participent. Et là, il y a moins de risques d'éléments déviants dans le sens où même s'il y a quelqu'un qui se met à créer plein de pratiques, à la limite, tant mieux. Ce sera que du positif. Donc c'est pas grave si des gens se mettent à créer beaucoup de choses. Il faut faire attention à pas enlever de choses quand on fait de la gamification, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre 2 points
Il ne faut pas dégrader des personnes en disant bah, voilà, vous n'avez pas participé, c'est pas bien. Il faut juste valoriser. En fait. Donc, il faut aller vraiment juste dans la démarche d'amélioration. Et puis, il y a des équipes qui n'acceptent pas le jeu comme un moyen d'apprentissage. Alors qu'il y a Aussi. plein d'études qui démontrent que c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre et survivre dans une société, quelle qu'elle soit. Mais ça se comprend et donc c'est pas toujours évident. Moi d'ailleurs, j'avais connu Promise par le biais de la gamification à l'origine. C'est vrai que j'ai pu le voir évoluer. On a plein d'autres questions, mais il nous reste pas beaucoup de temps. Au live, il dure une demi-heure, donc on va essayer de déborder un tout petit peu. Mais le but, c'est pas de prendre trop de votre temps non plus. J'ai une question de Reda qui nous dit est-ce que tu as des success stories à nous remonter? Comment tu as fait pour convaincre justement le top management pour adhérer à ce partage, cette amélioration de la qualité? Voilà. Ouais. Super question, super importante, effectivement. En retour d'expérience, ce qui fonctionne, c'est quand on démarre au niveau de l'équipe. En général, on ne va pas voir le top management en premier pour leur dire qu'il faut faire de la qualité, du craft, etc. C'est plutôt du bottom-up. Donc, c'est plutôt les équipes qui doivent être mentors un petit peu là-dessus, force de proposition, sans que ça impacte quoi que ce soit au niveau de la délivrabilité en fait, au début. Et une fois que l'équipe rentre un petit peu dans la démarche et commence à se partager des pratiques, à ce moment-là, on va voir les managers. On leur dit, ben, voilà ce qu'on a mis en place. Regardez, en fait, les gens se partagent des choses. Et en fait, ça leur permet très rapidement de retourner sur le retour sur investissement qui est l'accélération de l'onboarding de nouveaux arrivants. Donc déjà, ça, c'est factuel. L'accélération des pull requests, aussi du process de merge request. En général, on a moins de commentaires et ça va beaucoup plus vite. Et surtout, à chaque bug qu'on va avoir sur le projet, on va en apprendre quelque chose avec toute l'équipe, avec toute entreprise. Ce sera mis en avant dans le plan de formation de nouveaux arrivants. Donc, en gros, on leur dit, s'il y a un bug qui arrive une fois sur votre projet, ce type de bug-là ne pourra plus jamais revenir parce que toutes les équipes, en fait, seront au courant qu'il ne faut pas faire telle structure ou quoi que ce soit parce que ça introduit un bug. Donc, c'est évidemment, on en rajoute un peu en disant ça parce que ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais ça peut permettre aux managers de se dire, en fait, à chaque bug, tout le monde va apprendre et du coup, on aura de moins en moins de bugs. Le code sera de plus en plus maintenable, les tests seront de plus en plus efficaces et en fait, on va arrêter de brasser de l'air à faire des tests pas intéressants. On va se concentrer avec tout le monde pour tirer le bénéfice de tout le monde et se dire que on va vraiment créer une équipe entière qui va être capable de progresser. On va pouvoir passer devant la concurrence grâce à ça. Plein d'arguments, mais effectivement, c'est plutôt comme ça qu'on fait. On met en avant des choses assez critiques comme la sécurité ou les bugs pour dire voilà, il y a vraiment des risques de sécurité ou de bugs. Donc, c'est intéressant de parler de ça. C'est souvent des questions dans tout type d'accompagnement et de transformation qui revient. Comment, au-delà d'une équipe, on arrive à transformer et passer à l'échelle, quelque part, sur l'accompagnement, que l'entreprise soit alignée sur ses bonnes pratiques. C'est jamais évident. Alors, je vais prendre une dernière question. Il y en a encore d'autres. On essaiera de vous contacter après en direct ou répondre sur LinkedIn. J'en suis désolé. Donc, merci à vous déjà pour toutes ces questions. Une question de Michael qui dit comment faites-vous pour que l'outil ne soit pas utilisé pour objectiver une personne? Et c'est vrai, ça peut être un biais qui peut être utilisé finalement dessus, et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'équipe s'améliore et pas que on ait un outil, comme disait la loi de Woodard, qui dit une fois qu'un indicateur devient un objectif, c'est plus un bon indicateur et ça peut devenir vite un problème, notamment quand on met de l'humain, alors que ce qu'on veut, c'est délivrer de la valeur sur nos produits de façon hautement qualitative. Alors, en fait, c'était un vrai risque avec Sonar et avec des outils qui remontent des indicateurs qui ne sont pas forcément la réalité du terrain. Donc là, il faut faire vraiment attention avec ça et il ne faut surtout pas justement les mettre en avant, ces indicateurs individuellement. Il faut le mettre en avant au niveau d'équipe ou d'entreprise, mais pas au niveau individuel. Par contre, à la différence de la remontée d'informations et du partage en fait, qu'on va avoir, où là, on ne serait pas contre objectiver des personnes, et c'est d'ailleurs le cas chez des clients qui disent en fait, des tech leads ont pour objectif de partager des expertises aux autres. Et du coup, c'est dans leur fiche de poste annuelle. Ils doivent mettre en place des ateliers de veille, etc., des ateliers tech, du pair programming, du mob programming. En fait, ça fait partie de leur fiche de poste. Des katas, des codiques dojo, des choses comme ça. C'est ça. Et la remontée de pratiques dans Promise, par exemple, où ils vont identifier des pratiques et remonter des choses pour les partager aux autres, ça peut aussi faire partie de ça. Alors, en général, ça ne va pas impacter le salaire ou quoi que ce soit. Mais par contre, ça montre que voilà, ils rentrent dans cette démarche et ils vont jouer le jeu pour montrer avec ça. Donc, contrairement à Sonar où c'est dangereux, le faire sur juste du partage d'expertise et de commentaires sur des PR, etc. Pour nous, il n'y a aucun risque. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu de
de problème avec ça. Donc effectivement, on serait limite pour l'objectiver et mettre dans les fiches justement des personnes qui peuvent prendre ce rôle-là. Oui, en effet, ça va dépendre du management dans lequel on arrive, mais il faut bien sûr être vigilant, mais je pense que tout accompagnement, Arthur, comme moi, quand on le fait, le but, c'est d'arriver et de voir quels sont en fait les objectifs de l'équipe et comment on peut les accompagner pour qu'ils s'améliorent, et bien de le faire attention à cela. Donc, on arrive à la fin de cet échange. Donc, je te remercie, Arthur. Je remercie à tous pour ces questions. Je vois encore plein d'éléments dans le chat et je suis ravi. Et donc, je vous encourage à me contacter ou à contacter Arthur si vous avez d'autres questions. On essaiera de vous contacter en direct le cas échéant aussi. Donc, merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour vos questions. Merci, Arthur, pour la qualité de cet échange. Voilà, donc merci à toi pour l'invitation. Et puis merci, William, aussi dans le chat. Tu fais bien de préciser. On est sur une activité de création. C'est pour ça que le software craftsmanship, je ne l'ai pas dit au début, mais ça veut dire artisanat logiciel. Donc, le côté artisanal, en fait, ça veut dire qu'il y a plein de manières de faire de différentes choses. Donc, c'est vraiment important de rester dans cet objectif de progresser tous ensemble sans pour autant essayer de chercher des indicateurs à tout prix ou d'objectiver des choses. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a énormément de biais. Et on ne peut pas objectiver quelqu'un qui va faire des tableaux, des peintures, des choses comme ça, évidemment. C'est pas possible. Donc, c'est super important de garder dans cette démarche juste de partage d'expertise avec tout le monde et de recherche d'amélioration continue. Voilà. Tout à fait. Merci, Arthur. Merci à vous tous. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochain Wearing Live. Au revoir. Au revoir tout le monde.